La galaxie est à feu et à sang. Les invasions tyrannides, orques et d'autres xénos se font de plus en plus nombreuses, tandis qu'une vague d'énergie psychique parcourt l'humanité, qui s'est réfugiée dans la prière à son empereur. Les présages de malheur se multiplient à travers tout l'Imperium, tandis que le 41e millénaire approche irrémédiablement de sa conclusion. De plus en plus de savants impériaux s'accordent à dire que la fin de ce millénaire sera aussi celui de l'humanité, condamnée à payer le prix de s'être écartée du chemin tracé par son empereur Dieu. Et alors que les invasions Tau, Nécron et des diverses factions Aeldari viennent ajouter encore davantage de zones de guerre à la liste des innombrables théâtres sur lesquels les forces de l'humanité doivent faire face à ceux qui veulent mettre un terme à son existence, l'œil de la terreur s'anime. Bientôt, les forces du chaos mettront en œuvre, par l'entremise de leurs plus puissants champions, un plan tissé pendant des millénaires, demandant à chacun de ces combattants la moindre once d'énergie, de résilience et d'héroïsme qu'il détient, afin d'arracher pour l'humanité ne serait-ce qu'un jour de sursis. Le 982e cycle de la 999e année du 41e millénaire, un phénomène appelé le Grand Réveil se produit. En effet, la vague d'activité psychique enregistrée à travers tout l'Imperium réveille les pouvoirs dormants d'un nombre incalculable de Psykers. Le contre-coup résultant contribue à créer d'innombrables failles warp, ce qui aura pour conséquence de causer la perte de milliers de mondes impériaux, empêtrés dans des incursions démoniaques infinies. Au cours du 987e cycle de la 999e année du 41e millénaire, les dynasties Nécron s'éveillent pour s'en prendre au système de Cypra Segentus. Il s'agit de la première attaque Nécron enregistrée à moins de 2000 années-lumière de Terra, causant l'inquiétude de ses hauts seigneurs. Le 989e cycle, la troisième compagnie des Ultramarines libère le système Lagan de l'emprise de l'Empire Tau, lors du conflit qui sera connu comme la guerre des fils prometteurs. En dépit de la progression des Astartes, plusieurs mondes clés du système voisin de Dolmak capitulent face aux ambassadeurs de la caste de l'eau Tau sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré, et rejoignent l'empire des Xénos. Au cours du cycle suivant, les Aeldari des vaisseaux mondes de Bieltan et de Saimhan prennent d'assaut de nombreux mondes entourant le système Octarius. Leur intention est de refuser à la flotte ruche Léviathan des ressources biologiques cruciales à sa progression. Nombre de ces planètes sont tenues par des orques, et certaines autres appartiennent à l'Imperium. Les pertes humaines résultant de l'agression des Aeldari sont substantielles, tout comme le sont les pertes en termes de dîme impériale, qui est la contribution en monnaie, en troupes, en nourriture ou autres ressources versées à l'Imperium et dont celui-ci a infiniment besoin en cette période sombre. Le 992e cycle. Des soulèvements et des mouvements de protestation se déclarent sur de très nombreux mondes de l'Imperium, dans ce qui sera connu comme la nuit d'un millier de rébellions. Le mécontentement se répand comme un feu de brousse consumant de nombreuses planètes isolées, mais aussi certaines parmi celles supposées sécurisées, comme Enceladus, Darkhold et Minisotira. Même le monde chapitral des Astartes des Lions Defiant succombe à l'anarchie, causée par des cultes secrets et des agitateurs frénétiques. Le contact est ainsi perdu entre Terra et de larges portions du Segmentum Pacificus.
Le 993e cycle. Des vagues successives de supplications astropathiques pour de l'aide sont reçues simultanément, depuis chaque coin de la galaxie, bien que le Segmentum Pacificus, quant à lui, demeure relativement silencieux. L'influx est si puissant, si envahissant dans le courant psychique, que l'Adeptus Astra Telepathica souffre de pertes sérieuses parmi son personnel d'astropathes, incapable de soutenir une telle charge psychique. Tandis que des cœurs entiers s'effondrent simultanément, rendus fous ou abattus par les gardes chargés de prévenir toute perte de contrôle psychique, pouvant résulter en de dangereux dégâts collatéraux avec l'explosion de certains des Psykers. Ce phénomène a pour conséquence un effondrement majeur dans la capacité de communication impériale, résultant en une augmentation de l'anarchie et de la panique, alors que des échos d'appels à l'aide psychique infinis résonnent à travers le temps et l'espace sans jamais recevoir de réponse. Au cours de cette 999e année, la Légion hérétique des Thousand Sons fait son grand retour dans l'espace réel, lorsque celle-ci met en place le siège du système Fenris. L'attaque pousse les Space Wolves à revenir vers leur foyer, permettant au fils du primarque démon Magnus le Rouge de déchaîner leur vengeance contre eux. Les fils de Lemanrus sont contraints de s'allier avec leurs rivaux de toujours, les Dark Angels, ainsi qu'à d'autres chapitres de l'Adeptus Astartes, pour purger leur système de toute corruption chaotique. Avant cela, les Space Wolves doivent d'abord contrer les manigances de Tzeentch, ourdi par son héros démoniaque, le Changelin, l'incarnation de l'amour du dieu du changement pour semer les graines de la discorde et de la méfiance, et de son sens de l'humour pervers. Celui-ci complote pour faire penser aux Dark Angels que les Space Wolves auraient succombé aux puissances de la ruine. De l'infanterie surnaturelle, appartenant à l'ensemble du panthéon du chaos, se joint au massacre, avant que Magnus le Rouge en personne ne s'avance depuis le Warp sur la surface de Fenris, avec la ferme intention d'affronter le chapitre qui, 10 000 ans plus tôt, est venu exécuter ses fils sur leur monde de Prospero. Les Space Wolves, les Dark Angels et même les Chevaliers Gris succombent à la puissance psychique de Magnus, leurs esprits et leurs corps désintégrés jusqu'à leurs plus infimes particules. C'est alors que le loup suprême des Space Wolves, Logan Grimnar, parvient à porter un coup puissant au roi écarlate, suffisamment violent pour permettre aux chasseurs de démons des Chevaliers Gris de réaliser leur rituel de bannissement. L'invasion des Thousand Sons est alors repoussée, mais son but ultime est malgré tout atteint. L'angoisse psychique émise par 1 milliard de morts au sein du système Fenris résonne à travers l'immatérium, fournissant les ultimes composants à un rituel millénaire entamé il y a longtemps. La puissance psychique prise au monde des Space Wolves sature le nouveau foyer des Thousand Sons au sein de l'œil de la terreur, la planète des sorciers. Celle-ci disparaît du Warp pour se rematérialiser violemment dans l'espace réel, à proximité de l'enveloppe calcinée de l'ancienne Prospero. Désormais, les nouveaux et anciens foyers des Thousand Sons orbitent autour de la même étoile maudite, qui devient un augure de malheur dans l'horizon de toutes les planètes de l'Imperium. La même année, les Astartes des Blood Angels sont mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Une vrille de la flotte ruche Léviathan est considérée comme étant sur un trajet direct vers leur foyer de Baal, en dépit des nombreuses actions défensives visant à la ralentir, qui furent entreprises durant la campagne Cryptus menée l'année précédente. Pire, le buveur de sang redouté Kabanda fait son retour depuis les profondeurs du Warp, accompagné d'une armée de démons à sa botte. Sa première offensive est dirigée contre Ammonai, la planète située sur la bordure du système Baal. Faisant désormais face à une guerre terrible sur au moins 2 fronts, le seigneur commandeur Dante des Blood Angels procède à une préparation rapide.
unissant de nombreux mondes impériaux et non humains sous la bannière de la survie. Même d'anciens ennemis rejoignent l'alliance de Dante, bien que la question de leur fiabilité soit un autre sujet. Au cours des tout derniers cycles de la 999e année du 41e millénaire, l'œil de la terreur s'agite à nouveau. Les scanners avancés font état d'un rassemblement de forces du chaos jamais vu auparavant. Les flottes spatiales hétéroclites se massent pour former la plus grande armada jamais vue depuis des millénaires. Certains observateurs impériaux osent même suggérer que ce rassemblement de forces dépasse même celles qui prirent part à l'hérésie d'Horus. Des milliers de vaisseaux appartenant aux légions de l'Héréticus Astartes, autour desquels se rassemblent les amas difformes constitutifs des barges démoniaques, ainsi que les navires vétustes mais innombrables des laquais humains ayant prêté allégeance aux puissances de la ruine, se rassemblent dans ce qui, à n'en pas douter, va constituer la pire invasion chaotique que l'Imperium a connue depuis 10 millénaires. Avant même que les forces du chaos qui se massent au-devant de l'œil de la terreur ne passent à l'action, un acte de trahison des plus vils est porté au cœur même des défenses de l'Imperium. À cette période, Cadia frémit sous les préparations diligentes réalisées par les servants de l'empereur. Les régiments de troupes de choc cadiennes sont appelés aux côtés des légions titaniques et des cohortes Skitari de l'Adeptus Mechanicus. Les régiments de combattants des jungles musculeux se tiennent aux côtés des troupes à l'uniforme impeccable de la garde de fer de Mordiane. Cette assemblée puissante dope la foi de chaque femme et de chaque homme qui pose son regard sur l'étalage de puissance amassé par les armées de l'empereur. Les régiments de cataphracti Volscani se posent à leur tour sur Cadia pour se joindre au rassemblement à Casseur Tirok. Ces troupes, ainsi que leurs officiers, ressentent en réalité une peur panique à l'idée de faire face à nouveau aux forces du chaos. Bien qu'elles ne prêtent pas allégeance aux dieux sombres, leur état-major décide qu'il serait préférable de mourir contre des combattants humains que se tenir à la porte vers le Warp et serrer les rangs face aux puissances des enfers une fois encore. Alors que les défenseurs de la porte cadienne se préparent au conflit, les Volscani révèlent leur félonie alors qu'ils frappent en force les troupes de la garde impériale rassemblées sur les champs de Tirok. Des milliers de gardes loyalistes sont massacrés avant même qu'une réponse ne puisse être coordonnée. Leur trahison apparaît clairement lorsque les Volscani abordent le Léviathan Excubitoi Castellum, qui sert de barge de commandement au gouverneur primus de Cadia, Marius Porelska. Les traîtres le massacrent, aux côtés de nombreuses figures du haut commandement des forces armées cadiennes, incluant le commandeur en chef des défenseurs de la porte cadienne. C'est en ce sombre instant qu'un colonel cadien, Urzarkar Creed, décide de prendre contrôle de la situation. Il rallie le 8e régiment de troupes de choc cadiennes, le réorganise rapidement et lui ordonne d'avancer au-devant des traîtres. Le 8e cadien mène la charge contre les traîtres des Volscani. Creed, accompagné de Jaran Kell, son porte-étendard régimentaire et plus fidèle ami, dirige les troupes au plus fort de la contre-attaque et sont les premiers à atteindre le pont de commandement du Léviathan et préviennent ainsi la désacralisation du corps du gouverneur Primus, tombé au combat. Ce dernier est tombé en cadien, l'épée en main et des hérétiques morts à ses pieds. Creed emmène alors le corps du gouverneur vers le pont principal du Léviathan, enveloppé dans la bannière du 8e régiment cadien. De nombreux autres régiments cadiens se rassemblent sur le pont pour assister à la scène et un rassemblement important se forme alors. Le colonel Creed, étant un homme pieux, autorise ses troupes à chanter leurs louanges envers l'empereur Dieu, puis, depuis sa position surélevée, délivre sa première exhortation aux armées de Cadia, de combattre sans répit
tant que chaque disciple du chaos n'ait pas subi le même sort que les Volscani. La foule de soldats exhorte alors Urzarkar à prendre le commandement, et celui-ci refuse. Par 3 fois, les soldats l'appellent à leur tête, et par 3 fois, Urzarkar Eucride s'y refuse. La 4e fois, cependant, le colonel cadien accepte la charge qui lui est conférée par ses troupes. Leur volonté galvanisée, chaque femme et chaque homme du monde forteresse jurent de se dédier intégralement à la défense du royaume de l'empereur. Urzarkar Eucride, sitôt dépositaire de l'autorité de seigneur Castellan et commandeur suprême des forces militaires impériales assignées à la défense de Cadia, promeut les officiers qu'il considère comme valeureux et démet de leurs fonctions sans hésiter ceux qui se montrent incompétents. Son travail d'organisation des forces à sa disposition se déroule à un rythme soutenu, tandis que s'ouvre l'œil de la terreur. Chaque monde de la porte cadienne contribue des régiments à la défense commune et organise ses forces en groupes de combat, tandis que le haut commandement assigne les services de support du Departamento Munitorum à chacun d'eux lorsque ceux-ci deviennent disponibles. Les régiments formant les groupes de combat, ceux-ci, une fois rassemblés, constituent les armées, dont chaque monde stratégique sera pourvu d'une dizaine. De plus, dès la destruction de la rébellion des Volscani, des demandes de renfort de la part des forces impériales au-delà du secteur cadien sont envoyées à chaque centre de commandement militaire des secteurs alentours. Des guerriers des Space Wolves, ainsi que des chapitres acclamés des Astartes Praeses, sont attendus afin de renforcer les forces impériales assiégées. Ces Astartes Praeses sont un groupe constitué de 20 chapitres de Space Marines loyalistes, dont le seul but est de garder l'accès à l'œil de la terreur au sein du Segmentum Obscurus. Ces chapitres, fondés à l'aide du génogerme des primarques survivants n'ayant pas succombé à la tentation du chaos durant l'hérésie d'Horus, sont fondés au cours de la 2e fondation. Le 995e cycle de la 999e année du 41e millénaire, Abaddon le Fléau, maître de guerre du chaos, lance sa 13e croisade noire depuis l'œil de la terreur, avec la ferme intention de capturer le monde de Cadia, ainsi que les planètes alentours composant la porte cadienne qu'il protège. Une telle conquête permettrait aux forces du chaos de lancer un assaut sur le cœur de l'Imperium, pour la première fois depuis l'hérésie d'Horus. Les armées des dieux du chaos sont telles que les affrontés reviendraient à donner vie aux batailles épiques des temps jadis. Toujours à leur avant-garde marche la Black Légion, suivie par la Death Guard, les World Eaters, l'Alpha Légion, les Thousand Sons, les Night Lords et bien d'autres légions issues des annales des jours les plus sombres de l'Imperium. Des légions et des chapitres renégats de Space Marines, pourtant réputés éteints depuis longtemps, renouvellent leurs assauts contre le royaume du temps haï empereur cadavre. Devant eux marchent des cultistes du chaos dévorés par la peste, des mutants dérangés et des vauriens félons en nombre trop important pour être dénombrés. Derrière eux dominent des princes démons, des hôtes démoniaques et d'autres créatures du Warp avides du massacre qu'elles peuvent perpétrer dans le royaume mortel. L'œil de la terreur vomit ainsi les forces du chaos, qui ne se satisfont pas d'assiéger Cadia, mais s'en prennent à l'ensemble des mondes qui constituent sa défense. Si elles y parviennent, la route vers Terra leur sera alors totalement dégagée, et le rêve d'Abaddon, jeter l'empereur cadavre à bas de son trône d'or, sera plus proche que jamais de devenir réalité.